Dans cette capsule, vous allez apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur les normes éthiques qui s'appliquent à la réalisation de votre projet de recherche dans le cadre d'un cours en moins de 10 minutes. On n'est pas libre de faire tout ce qu'on veut lorsqu'il est question de recherche avec des participants humains. Donc, il y a un cadre législatif qui vient réglementer ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Ce cadre législatif est le résultat d'un énoncé formulé par trois grands organismes fédéraux qui subventionnent la recherche canadienne, donc le CRSH, le CRSNG et les IRSC, et donc qui subventionnent les projets de recherche respectivement en sciences humaines, en génie et en santé au Canada. Et donc, ces trois grands groupes se sont réunis sous la forme d'une appellation Groupe en éthique de la recherche, ou GER, et ils ont énoncé la politique des trois conseils qui vient réglementer tout ce qui a trait à la recherche avec des êtres humains. Donc, la version actuelle, c'est celle qui date de 2022 et qui s'appelle EPTC 2, donc pour énoncer de politique des trois conseils 2. Et c'est cette charte-là, cette déclaration, cet énoncé-là qui vient baliser ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire lorsqu'on fait de la recherche scientifique. Si vous voulez en apprendre davantage, vous avez des informations dans les manuels de cours de recherche scientifique, mais vous pouvez aussi aller faire directement la formation éthique en ligne en cherchant formation recherche PTC2. Et puis, vous allez avoir une reconnaissance là, pour cette formation-là. Donc, c'est quelque chose d'intéressant à faire pour les connaissances, mais aussi pour la mention dans les formations professionnelles que vous pourrez ajouter dans votre CV. La raison pour laquelle il y a un cadre éthique pour superviser ce qu'on peut faire ou pas dans la recherche scientifique, c'est parce que malheureusement, il y a eu des abus. Et donc, dans l'essor là, de la recherche scientifique avec les humains, il y a des gens qui se sont retrouvés dans des situations de vulnérabilité. On peut penser à des prisonniers de guerre dans les deux grandes guerres mondiales du 20e siècle. On peut aussi penser aux personnes qui étaient hospitalisées là, dans les asiles et ensuite dans les hôpitaux psychiatriques, et donc qui étaient un peu à la merci là, des psychiatres dont la discipline était en essor. On a pu constater qu'il y avait des abus importants. Donc, souvent, on était face à des personnes vulnérables dont l'intérêt individuel était porté en second plan par rapport à l'avancement des connaissances. Donc, on a pu, par exemple, injecter des maladies à certaines personnes pour tester des médicaments, des traitements, en sachant pas à l'avance si on allait être capable de guérir ces personnes-là. Donc, on avait peu de considération pour le bien-être du participant lorsqu'on le mettait en relief avec les bénéfices qu'on pouvait en tirer pour l'avancement des connaissances. Donc, il a fallu à un moment donné se conscientiser de ça, mettre de l'avant certaines horreurs qui avaient été commises et décider qu'on allait mettre en place un cadre strict pour s'assurer que le bien-être du participant, son intérêt, allait toujours être mis de l'avant lorsqu'on effectuait des recherches qui incluaient des participants. Un cadre législatif, ça signifie qu'il faut obtenir une autorisation pour avoir le droit de pouvoir questionner, observer ou passer des entrevues avec des participants de recherche, peu importe le contexte. Donc, cette autorisation-là, elle est délivrée habituellement par un comité d'éthique de la recherche qu'on va retrouver dans toutes les institutions où il y a de la recherche, donc des institutions qui vont être de nature médicale, de nature universitaire. Donc, on va retrouver des comités d'éthique dans ces différents endroits, notamment. Et c'est eux qui vont délivrer la permission, l'autorisation, donc le certificat d'éthique qui va permettre aux chercheurs de pouvoir avoir ces activités de recherche. Euh, il faut savoir que l'autorisation n'est pas requise si on ne collecte pas des données directement auprès de participants humains. Donc, plus spécifiquement pour une documentation publique, donc pas des documents archivés, là, médicaux, mais si on parle spécifiquement d'une documentation publique comme une biographie qui a été publiée ou des archives des médias, par exemple, euh, des témoignages qui auraient été diffusés sur les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est de la documentation qui est déjà accessible et donc, vous n'avez pas besoin d'autorisation. Même chose pour l'observation des comportements d'individus dans des lieux publics, si c'est des endroits où les personnes s'attendent à pouvoir être observées. Donc, pas un endroit
intime, comme dans une maison par exemple, ou pas dans un endroit qui est retiré où la personne ne s'attendrait pas à pouvoir être observée. Dès qu'on s'adresse directement à un participant humain, ça va nous prendre une autorisation. Ce qui est particulier dans le cadre d'un cours, c'est qu'on ne va pas passer par tout le processus d'approbation d'un comité d'éthique. C'est l'enseignant qui a la responsabilité de veiller à l'application des règles éthiques. Donc, au moment de la planification des projets, le professeur a la responsabilité de s'assurer que les projets respectent les règles éthiques et peut lui-même se référer au comité d'éthique en cas de doute. Mais c'est à lui qui est délégué la responsabilité de s'assurer du respect des normes éthiques. Au plan individuel, l'étudiant demeure responsable légalement de ses comportements avec les participants. Donc, s'il y a manquement à l'éthique, donc si, par exemple, le professeur autorise un projet de recherche, mais que le, l'étudiant décide d'aller au-delà de ce qui a été autorisé, mais c'est lui qui va être responsable s'il y a des plaintes ou des manquements à l'éthique qui sont avérés. Donc, c'est important de bien respecter le cadre qui est imposé dans le cadre du cours. Dans le cadre du cours, seules les recherches à risque minimal seront donc autorisées pour assurer qu'on respecte le cadre légal dans un contexte où il y a plusieurs projets qui se produisent en même temps dans un court laps de temps. Ce qui est entendu lorsqu'on parle de recherche à risque minimal, selon le TC2, c'est une recherche, donc pour les citer, dans laquelle la probabilité et l'ampleur des préjudices possibles impliqués par la participation à la recherche ne sont pas supérieures à celles rencontrées par les participants dans les aspects de leur vie quotidienne liés à la recherche. Donc, si votre étude porte, par exemple, sur la motivation scolaire et que vous posez des questions à des étudiants sur leur intérêt à aller dans leurs cours, ben, c'est le genre d'activité qu'on pourrait très bien voir s'inscrire là, dans le cadre des activités d'un étudiant à l'intérieur de ses cours ou entre ses cours. Donc, ce ne serait pas quelque chose qui est atypique, qui est surprenant ou qui présente un préjudice potentiel ou qui est intrusif par rapport à ce qu'une personne serait prête à révéler. Donc, la recherche à risque minimal doit reproduire des contextes d'interaction qui sont usuels, donc dans le quotidien, dans ce cas-ci d'un étudiant. Comment vous pouvez faire pour vous assurer que votre projet de recherche respecte les normes prescrites par l'éthique dans le cadre d'un cours? Mais il y a deux changements que vous pouvez faire. Donc, premièrement, vous pouvez décider d'éviter de vous adresser à de la population humaine, donc à des participants humains. Donc, vous pouvez décider de cibler de la documentation publique. Si, par exemple, vous vous intéressez aux troubles bipolaires, bien, vous ne pouvez pas commencer à questionner les gens sur leur diagnostic en santé mentale. Ce serait considéré comme pas de la recherche à risque minimal parce que c'est quand même privé et intrusif. Donc, vous pourriez décider d'aller dans l'étude d'un personnage, une personnalité publique qui a fait des sorties médiatiques ou qui a publié une biographie et que vous pourriez utiliser comme matériel d'analyse. Euh, une autre stratégie pourrait être de modifier le phénomène sur utiliser le même phénomène sur un continuum là, d'une façon un petit peu moins intense dans ses manifestations. Donc, par exemple, si vous voulez vous intéresser à la violence conjugale, vous ne pourrez pas faire ça, ce ne serait pas de la recherche à risque minimal, mais vous pourriez décider d'aller plutôt avec l'étude des conflits dans le couple. Donc, on reste quand même avec quelque chose qui est plus commun, plus fréquent, et donc, dans ce cas-là, on se rapproche davantage du respect des normes d'une recherche à risque minimal.